Que chacun prenne place. Je remercie chacun d'entre vous d'avoir pris le temps de venir ce soir. Très rapidement, c'est un enjeu qui est important pour la ville de Saint-Maur, pas que pour la ville de Saint-Maur d'ailleurs, pour un certain nombre de villes avec lesquelles nous travaillons. Je pense à Sucy, à Chennevières, à Villiers ou ailleurs. Si on sort du département, ce sont les travaux qui vont avoir lieu à l'aéroport d'Orly. J'ai demandé que cette réunion ait lieu à l'hôtel de ville, en essayant d'informer le plus grand nombre possible, faisant toute la publicité nécessaire pour que vous puissiez ce soir avoir tous les éclaircissements sur ce qui va se passer, pas pour m'accompagner, mais pour animer la réunion, parce que c'est pas moi qui l'anime. Les sachants, ce n'est pas moi, mais pour qu'on puisse leur poser toutes les questions que vous pouvez. À mes côtés, M. Bourgin, qui est chef de mission à la DGAC, notamment pour tous les éléments de caractère environnemental. Puis le directeur de la plateforme ADP d'Orly, Monsieur Lacotte, qui donc pour ADP est présent ce soir. Je vous rappelle que nous avons deux sujets ce soir. Un sujet de faire toute la clarté, le calendrier de ce qui va se passer pendant les travaux à Orly dans ce qui concerne le survol de Saint-Maur en particulier, sur une période longue, puisqu'elle va s'étaler sur au moins 4 mois. Et puis le deuxième sujet, et peut-être que c'est d'ailleurs par là qu'il faudra commencer ou finir, ce sera à vous de le dire, je souhaite, et je vous l'ai dit lors de la convocation de cette réunion, je souhaite que vous nous confirmiez qu'à l'horizon de la fin des travaux, l'intégralité de ce que la ville de Saint-Maur souhaite, c'est-à-dire le respect du plafonnement, le respect du couvre-feu, le respect des trajectoires et le retour à ce qui était hanté soit bien réalisé. C'est une confirmation qui est importante pour tous les Saint-Mauriens. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous ne partiront d'ici sans avoir eu une réponse positive. Alors, c'est vrai que ça tombe pendant une période qui n'est pas une période facile. Certains de mes collègues, je vous le dis parce que vous avez pu voir ça dans les journaux, ont plaidé pour que les travaux soient reportés après les élections municipales. Ça n'a pas été mon choix. Ça n'a pas de sujet, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les travaux, de toute manière, auront lieu. Il faut savoir quand est-ce qu'ils auront lieu, la durée des travaux et ce qui se passe après. C'est la seule chose qui nous intéresse. Et donc, c'est pour ça que je ne me suis pas mêlé à d'autres combats. Celui-là n'était pas le mien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, Régis Lacotte, directeur de l'aéroport de Paris-Orly, 21 ans dans le métier, et donc depuis plus d'1 an et demi, directeur de l'aéroport d'Orly. Et précédemment, j'étais le directeur des pistes de Charles de Gaulle pendant 7 ans. Voilà. Bonsoir, Alain Bourgin, je suis le chef de la mission d'environnement qui est en charge du contrôle aérien pour faire très court. 2 présentations. Une première présentation que je vais réaliser sur le pourquoi des travaux, qu'est-ce qu'on fait, comment on va organiser ces travaux, et une deuxième présentation par Alain Bourgin sur les conséquences en matière de trajectoire. À l'issue de quoi, eh bien, on répondra à l'ensemble de vos questions. Et donc, on va essayer de faire le plus simple et le plus concis. Cette piste 3, elle a été construite en 1947 pour les 2/3 de sa développée, puisqu'elle a été ensuite allongée en 1959, avant l'ouverture du terminal sud de Paris-Orly. Cette piste, donc, elle a été construite en 1947, donc au sortir de la guerre. C'était des financements du plan Marshall, et elle a été donc agrandie par la suite vers l'ouest, c'est-à-dire elle a enjambé la RN7. Donc cette piste qu'on voit ici, elle a enjambé la RN7 en 1959, et donc elle a été construite en 2 fois. C'est une chaussée en béton. La particularité des chaussées en béton, c'est que régulièrement, on doit venir faire des travaux de maintenance, notamment sur ce qu'on appelle la couche de roulement. C'est la couche qui est roulée par les avions à l'atterrissage et au décollage. Et donc, au travers de la durée de la vie de cette piste, eh bien, on a fait plusieurs gros travaux de maintenance en fait sur cette piste, avec la dernière série de gros travaux qui ont eu lieu au tournant des années 80-90, à la fin des années 80, début des années 90, où on a fait d'importants travaux de réhabilitation.
Une chaussée de piste, eh bien, c'est donné pour durer 50 à 60 ans. C'est une durée de vie très théorique. Après, en fonction des contraintes qu'elle a connues, des atterrissages, des décollages et de la maintenance qu'on a pu faire dessus, eh bien, on peut prolonger en fait la durée de cette chaussée. Aujourd'hui, eh bien, vous pouvez faire le calcul vous-même. Construite en 47, aujourd'hui on est en 2019. Eh bien, on a été très loin en fait dans l'exploitation de cette piste et on est arrivé à un cycle de maintenance où il faut qu'on fasse des travaux importants de maintenance sur cette piste. Quand on a commencé à regarder il y a maintenant 4-5 ans ce qu'il fallait qu'on fasse sur cette piste, on savait qu'on avait des dommages importants en fait à la couche de roulement. Notamment, si vous allez sur Google Earth, vous verrez des petits patchwork, des petits carrés noirs sur cette piste. Eh bien, ce sont autant de zones qui se sont fracturées avec le temps, sur lesquelles on est venu faire une pièce d'enrobé, comme vous avez sur les routes, pour venir masquer en fait cette fracture et pour éviter qu'il y ait des départs de matériaux. Donc, on savait de toute façon que la couche de roulement, il y avait des problèmes, elle était ancienne et qu'il fallait qu'on la reprenne. Quand on a été un peu plus loin dans l'analyse de la piste, de la structure de la chaussée, on a fait passer notamment des radars sol et en fait on a découvert un phénomène qui lui est beaucoup plus ennuyeux, qui est ce qu'on appelle un phénomène de battement de dalles. En fait, les dalles ne sont plus stables, elles reposent en fait sur un sol qui s'est usé avec le temps et finalement en fait les dalles se mettent à bouger. Et donc, comme elles ne sont pas stabilisées, à chaque fois qu'il y a un avion passe dessus, eh bien, on a un risque de fracture en fait de la dalle. Et c'est des phénomènes qui sont venus à se développer au travers du temps, à se répandre en fait sur la surface, sur la couche de roulement, qui font que si on refait cette couche de roulement, de toute façon, on ne peut pas l'envisager sans refaire en fait la structure de chaussée. Et c'est pour ça qu'effectivement, eh bien, on ne parle pas d'un chantier de réhabilitation de la piste, comme on peut le faire classiquement, régulièrement, tous les 10-15 ans. Là, on est sur un chantier de reconstruction de la chaussée. C'est ce qui fait que l'ampleur des travaux qu'on va réaliser cet été est sans commune mesure par rapport à ce qu'on a pu faire jusqu'ici par le passé. Eh bien, en fait, la structure de chaussée n'est plus capable de pouvoir accueillir des atterrissages et des décollages plus longtemps. Il faut qu'on reconstruise cette chaussée. Donc vous comprenez qu'effectivement, c'est des travaux qui n'ont plus du tout la même nature. Quand on fait une couche de roulement, eh bien souvent, on coule un enrobé bitumineux sur la surface de la structure de chaussée et on refait régulièrement cette couche de roulement. Là, aujourd'hui, en fait, il faut qu'on reconstruise la chaussée. Qui dit reconstruire la chaussée dit qu'il faut qu'on décaisse en fait, sur 1 mètre de profondeur, sur la largeur de la piste, c'est-à-dire 45 mètres de large, et sur 2200 mètres de long. Donc vous pouvez imaginer par ailleurs, comme j'ai pour habitude de dire, la taille de la piscine olympique qu'on va créer à cette occasion. Pourquoi je vous précise tout ça? C'est justement quand on a dû réfléchir à la période à laquelle on va devoir faire ces travaux, eh bien, le fait qu'on doit décaisser cette piste va rentrer en ligne de compte en fait, sur la nature des travaux et sur la période à laquelle on va devoir pouvoir réaliser ces travaux. Et donc il y a un pont de piste, ce qu'on appelle un ouvrage d'art. En fait, c'est un pont sur lequel on a construit une piste en fait, qui est capable d'accueillir en fait, le passage des avions. Et bien ce pont, lui aussi, il est ancien, il date de 59 et on est actuellement dans un chantier de réfection de ce pont de piste, car lui aussi, il a vécu son temps et il faut, pour des raisons de sécurité, qu'on puisse le refaire. Donc voilà la nature des travaux qu'on doit faire, c'est qu'en fait, on doit reconstruire en fait, les 2/3 de la piste. Pendant la durée des travaux, on va quasiment avoir qu'une seule piste, la piste 4, en exploitation. On profite de la reconstruction de cette piste pour mettre en fait la piste aux normes, aux nouvelles normes européennes. La piste 3 a pour particularité d'avoir été bombardée en 44, en juillet-août 44, tout du moins la zone où elle a été construite a été largement bombardée, puisque la piste 3 n'existait pas encore à l'époque. Et donc, vous allez me dire, sous la piste, ils ne s'attendent pas à trouver de bombes. Non, sous la piste, on ne s'attend pas à trouver de bombes. Par contre, dans les accotements de la piste, il est possible qu'on puisse trouver quelque chose, et notamment une bombe, ce que je ne souhaite pas. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que quand on va parler des délais de réalisation, on met tout en œuvre pour pouvoir tenir ces délais. Et notamment, dans les accotements, quand on a fait passer nos radars sol, on a détecté jusqu'à 3000 objets métalliques qui étaient présents dans les accotements. Et donc, ça fait plusieurs nuits, plusieurs mois que les équipes des démineurs de la sécurité civile et d'Aéroports de Paris passent au crible et lèvent le doute sur chacun des objets métalliques qui sont restés dans les accotements. Car quand on va commencer le chantier, quand on va commencer le 28 juillet au soir, après les opérations, l'objectif,
c'est qu'on tienne les délais. Et c'est qu'on tienne notamment des délais de réalisation qui sont ces 4 mois d'interruption des opérations. C'est pas une fois qu'on aura commencé les travaux qu'il faudra arrêter le chantier parce qu'on aura découvert une bombe dans les accotements. Donc c'est pour ça qu'en fait ce travail de levée de doute sur les accotements et sur les présences des objets métalliques a commencé depuis plusieurs nuits, plusieurs semaines, plusieurs mois, pour s'assurer qu'au 28 juillet, quand on va démarrer, eh bien, on aura levé le doute sur les 3000 objets métalliques qui ont été détectés dans les accotements de la piste. Alors, depuis qu'on a commencé ce travail, eh bien, on n'a fort heureusement pas trouvé de bombes de 500 kg, hein, c'est ce qui est à peu près, enfin, c'est le type de bombe qui a été largué sur le terrain à l'époque. Mais par contre, on a trouvé des obus d'essais antiaériennes, notamment des obus allemands, puisqu'en fait, le terrain était occupé par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, et il y a encore un certain nombre d'obus qui ont été laissés dans les accotements. Donc tout ça, ce travail, c'est pour vous dire qu'il y a une énorme mobilisation de notre côté pour pouvoir tenir les délais, et je rentrerai plus en détail comment on va tenir ces délais par ailleurs. Alors si je poursuis sur les chiffres, eh bien, comme vous l'avez compris, là on vous explique en nombre de dalles, de surface et de quantité de terrassements qui vont être réalisés. Je pense que vous pouvez tous imaginer ce que ça peut représenter. 2200 mètres de long, 45 mètres de large, 1 mètre de profondeur. C'est ça qu'il va falloir qu'on réalise en matière de décaissement sur la déconstruction de cette piste. Si je poursuis, eh bien, on a bien entendu la déconstruction, reconstruction de la piste, la réhabilitation du tiers restant, puisqu'on déconstruit, reconstruit 2 tiers. Le tiers restant, c'est une réhabilitation classique. Donc on refait une couche d'enrobé sur les dalles de béton. Mais par ailleurs, on va profiter aussi de ce chantier pour refaire tout le balisage, les postes électriques, les alimentations qui sont bien entendu plus du tout aux normes par rapport à l'époque à laquelle ils ont été construites et réalisées, même si on les a modernisées au travers du temps. Les réglementations ont largement évolué et donc au bout du compte, on va profiter aussi de cette occasion pour faire une mise en conformité de ces infrastructures et notamment du balisage. Par ailleurs, j'en ai parlé, eh bien, on finira les travaux de réhabilitation et de modernisation du pont de piste numéro 2 au-dessus de la RN7 à l'occasion de ce chantier, puisqu'on fera la partie en surface, celle de la piste 3. J'ai parlé dans tout ce qui était de rénovation eh bien, du balisage de piste. Il y a aussi à cette occasion une modernisation, puisqu'on utilise maintenant des LED sur nos pistes, ce qui permet de diminuer la consommation d'énergie. Et donc, on va profiter de cette reconstruction pour déployer des LED, mais aussi en fait d'un système qu'on appelle le système de barre d'arrêt. Alors, le système de barre d'arrêt, vous ne pouvez pas le voir ici, mais en fait, il est sur les voies qui permettent d'accéder à la piste. Ce système, c'est un système qui permet notamment, quand on est en faible visibilité, de dire au pilote, quand il roule sur la voie de circulation avion qui va pénétrer sur la piste, arrête-toi, il y a actuellement des opérations sur la piste, et donc il faut que tu maintiennes ce point, sinon si tu continues, eh bien, tu vas rentrer dans une piste qui potentiellement est en exploitation. Ce système de barre d'arrêt, eh bien, il est ancien, et c'est à l'occasion de la reconstruction de cette piste qu'on le modernise, de façon à garantir la sécurité des opérations. Dans la mise en conformité et aux nouvelles normes de sécurité, je vous ai parlé des accotements. Donc les accotements, on les voit, c'est toutes les surfaces herbeuses qu'il y a de part et d'autre de la piste qui doivent répondre à un certain nombre de normes. Et donc c'est pour nous un travail qui est colossal, puisque ce sont plusieurs milliers de mètres carrés et centaines de milliers de mètres cubes de terre qui vont être à cette occasion reconditionnés pour bien respecter en fait les surfaces et les pentes. Pour finir, la DGAC eh bien, va mener en parallèle un chantier sur cette piste. On a sur nos pistes de nos grands aéroports internationaux des équipements dits de radio-navigation qui permettent de guider les avions à l'atterrissage par toutes conditions, notamment par les conditions les plus mauvaises. Il se trouve que sur nos 2 principales pistes à Orly, cette piste-là n'en avait pas sur un des seuils. Le seuil, quand on exploite cette piste en configuration face à l'est, à l'atterrissage, donc on se pose et on décolle toujours face au vent, donc on imagine des avions qui arrivent face à l'est, eh bien on va équiper cette piste de ce moyen de radionavigation. C'est notamment très pratique pour nous et ça améliore les conditions de sécurité d'exploitation. L'hiver, quand par exemple eh bien, c'est la piste 4 qui est fermée parce qu'on est en train de la déneiger, ça peut prendre 30 à 40 minutes. Et bien pendant ce temps-là, bien souvent, quand il neige, les conditions météorologiques, la visibilité ne sont pas garanties. Et donc, on est obligé de faire attendre les avions parce qu'en fait, on n'a pas de moyens pour les guider jusqu'au sol. Et bien, à partir du chantier et la fin du chantier, quand on aura déployé ce moyen, on pourra aussi faire poser en configuration face à l'est les avions. Je continue sur les travaux. Les travaux, eh bien, on a étudié pendant plusieurs mois différents scénarios
de façon notamment à en réduire la durée. La durée, elle impacte vous directement, puisque vous faites partie des populations qui peuvent être survolées. Elle impacte aussi les compagnies aériennes, et on verra comment, puisqu'en fait, pendant toute la durée du chantier, on va réduire le nombre d'avions qui vont pouvoir opérer en fait à Paris-Orly. Donc il y a aussi des conséquences pour les compagnies aériennes de ce fait. On a réfléchi à plusieurs scénarios, notamment à la fin, il y avait 2 scénarios principaux. Un scénario, on faisait le chantier en 2 fois. Mais on aboutissait finalement à une fermeture au total de 27 semaines pour les populations. Et un deuxième scénario, on le faisait en une seule fois et on aboutissait à un scénario en 18 semaines. On a opté, bien entendu, pour le scénario en 18 semaines, puisqu'on a bien conscience de l'impact que ça va avoir à la fois pour la riverainté et aussi pour les compagnies aériennes. C'est un scénario qui est très coûteux, parce qu'on va mettre énormément de moyens en fait en œuvre pour garantir et tenir autant que faire se peut la durée de réalisation. C'est 700 personnes qui vont se relayer pendant 4 semaines, des 16 semaines de travaux, 16 semaines où en fait on va avoir 700 personnes qui vont travailler jour et nuit, puisque ça va être un chantier H24, 7 jours sur 7, pour justement pouvoir réaliser la quantité des travaux qui doivent être faits pendant toute cette durée. Vous allez me dire, il nous a parlé de 18 semaines. Oui, parce que à l'issue de ces 16 semaines de travaux, il nous faut derrière le temps nécessaire pour contrôler en fait la qualité du travail qui a été fait. On parle d'une piste, donc c'est une zone dans laquelle les avions évoluent à grande vitesse, à l'atterrissage comme au décollage. Il faut qu'on puisse garantir que ce qui a été fait est conforme et propre à reprendre les opérations et à garantir la sécurité des opérations. Ce scénario, c'est 5 semaines de fermeture de la piste 2 et donc 5 semaines pendant laquelle on va exploiter que sur la piste 4. Ça commence le 28 juillet au soir et ça prend fin le 2 septembre au matin et on fait tout pour et on a mis tous les moyens nécessaires pour essayer de garantir autant que possible cette date du 2 septembre. Et dans une deuxième phase, donc la deuxième phase qui va du 18 novembre au 2 décembre, eh bien là on est dans une phase où on va contrôler la qualité du travail qui aura été fait et derrière on remet en service en fait la piste 4 et la piste 3 et la piste 2 dans une exploitation telle que vous la connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire en T-travaux. Donc c'était la question qui était posée en introduction par Monsieur le maire. Effectivement, on revient aux conditions d'exploitation telles qu'on les connaît aujourd'hui, et ça pour la suite de nos opérations. Et on rentrera peut-être dans les questions que vous aurez sur le pourquoi en fait on revient sur et pourquoi on exploite aujourd'hui les pistes surtout telles qu'on le fait depuis des années avec ces configurations face à l'est et face à l'ouest différenciées qui font que Saint-Maur n'est pas survolé dans des conditions normales d'exploitation. Dans le dispositif de communication, il y a plusieurs informations qui sont importantes à avoir en tête. Déjà, on a un site internet qui s'appelle Entre Voisins. Sur ce site, en fait, on va vous donner l'information tout au long du chantier. De l'information en prévisionnel sur le nombre de vols qu'on attend, jour par jour. C'est-à-dire que chaque semaine, on va vous mettre le nombre de vols attendus pendant toute la durée du chantier. Et on vous fera des points d'information réguliers sur effectivement où on en est de la tenue de nos différents délais et des différentes phases principales. Alors ça, bien entendu, cette information, elle sera à la disposition de tous, et puis on poussera vers les mairies cette information. On n'attendra pas que les maires viennent sur le site Entre Voisins pour savoir où on en est. Eh bien, on va réduire en fait le programme des vols. On va le réduire de façon importante. C'est plus de 6000 vols qui sont impactés de ce fait, 3000 qui vont être supprimés et 3000 qui vont être reprogrammés, notamment dans des plages horaires où il y avait des trous dans la journée. Et dans le travail qui a été fait par la DGAC, par la direction du transport aérien, avec les compagnies aériennes, il y a eu un travail notamment d'essayer de limiter le nombre de vols qui se font dans les dernières plages, 22h30, 23h30, pour ramener ces vols vers des plages où il y a plus de trous dans la journée, notamment pour faire face à tous les aléas qu'on a. Il y a un sujet très important, Alain en parlera dans le détail, il y a un couvre-feu à Paris-Orly. Il y aura un respect strict du couvre-feu pendant toute la durée du travaux. Il faut savoir que le couvre-feu, aujourd'hui, la seule personne qui est capable de décider si on peut déroger au couvre-feu, c'est le directeur général de l'aviation civile ou ses représentants. Et ça, Alain vous expliquera ça mieux que moi. Au bout du compte, comme on a un couvre-feu, il faut qu'on soit capable de pouvoir récupérer le trafic qui est parti le matin et qui puisse rentrer le soir. Et donc, pour limiter finalement le nombre de vols qui vont être réalisés sur ces dernières plages horaires, et garantir de ce fait que le nombre de vols qui aura été opéré puisse se faire, qui aura été programmé à opérer puisse se faire avant le couvre-feu, eh bien, on a notamment reprogrammé et allégé la fin de soirée.
Dans les conséquences du fait qu'on va travailler sur une seule piste, eh bien, il y a notamment le fait qu'on a limité pendant toute la durée des travaux le nombre de vols qu'on sera capable de traiter. Sur le mois d'août, eh bien, on descend, le nombre de vols a été limité à quasiment 640 et sur la dernière semaine à 650. Et sur les semaines de septembre à novembre, là où la demande est très très forte, et je vous expliquerai jusqu'où elle peut monter, sachant qu'entre-temps, eh bien, on se sera entraîné pendant tout le mois d'août sur notre capacité à pouvoir traiter le trafic sur une seule piste, et qu'on en récupérera une deuxième dans une configuration face à l'ouest, on remonte en fait à 680 vols par jour. 680 vols par jour, c'est 340 atterrissages, 340 décollages. En général, ce qui atterrit à Orly décolle. Et ça, c'est un nombre maximum de vols. C'est-à-dire c'est le nombre maximum que les compagnies auront été autorisées à programmer. Bien, merci Monsieur le maire. Bonsoir Mesdames et Messieurs. Je vais commencer par votre deuxième point. Et donc je vais répondre à la question que vous vous posiez, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer après décembre. Donc mon directeur général m'autorise à dire qu'on va revenir dans la situation hantée. Donc il n'y a pas de débat, il n'y a pas de quiproquo, on revient à la situation hantée comme on le fait à chaque fois qu'on a des travaux de même nature sur les pistes d'Orly. Ce n'est pas un débat, ce sera ce que vous avez vécu, ce que vous vivez aujourd'hui. Pendant les travaux, la DGAC fera respecter le couvre-feu qui existe aujourd'hui, qui existera demain. Pour mémoire, c'est 23h15, 6h pour les départs et puis 23h30, 6h15 pour les arrivées. Ça vous a été dit, au mois d'août, on aura 650 vols, c'est-à-dire moitié-moitié en arrivée-départ. Et puis après, environ 680 par jour, sachant qu'aujourd'hui, on est plutôt dans les 720. Ça représente, pour ceux qui demandaient quelle est la fréquence des survols que vous subirez dans une configuration particulière, c'est entre 20 ou 25 arrivées au départ. Ça peut fluctuer en fonction du nombre d'avions qui arrivent dans une séance ou du nombre d'avions qui partent dans la même séquence. Mais en gros, c'est à peu près, on arrondit à 30 et ça fait un avion toutes les 2 minutes au maximum. Un 30 avions par heure, ça fait un avion toutes les 2 minutes. Ouais. Ouais. Arrêtons-nous juste un instant sur le chiffre, parce qu'en fait, c'est le chiffre qui intéresse toute l'Assemblée. C'est-à-dire que au mois d'août, on aura un avion toutes les 2 minutes. Un peu moins. Par vent d'ouest. Ouais. Que à l'atterrissage. Que à l'atterrissage. Il ne faut pas anticiper. D'accord. Que à l'atterrissage. Ouais. Donc, les travaux, M. Lacote vous a montré quelle allait être leur nature. Au mois d'août, on va utiliser que la piste noire, dans le sens des décollages comme dans le sens des arrivées. C'est ce qui va vous concerner directement. Dans la configuration face à l'est, on va utiliser là aussi que la piste noire. Et vous serez beaucoup moins survolé que par les arrivées en configuration ouest. Oups. Je vais directement aux cartes, ça ira plus vite. Ceci, c'est la carte globale des arrivées en configuration face à l'ouest sur la piste numéro 4 qui sera utilisée pendant les travaux. La ville, vous la voyez ici, grosso modo. Si je fais un zoom, la ville de Saint-Maur-des-Fossés est grosso modo ici et les survols interviendront sur la partie sud de la commune. Quand on sera dans cette configuration d'atterrissage, si on a un très mauvais temps cet été à l'automne, ça risque d'arriver souvent. Si on a un très beau temps cet été à l'automne, on n'aura pas cette configuration-là puisqu'on sera en général en configuration inverse, c'est-à-dire face à l'est. En région parisienne, quand il fait beau, on est face à l'est et quand il fait très mauvais, on est plutôt face à l'ouest avec les perturbations atlantiques qui pénètrent dans le pays. Et grosso modo, les altitudes de survol de la région de de la ville de Saumur et le quartier concerné seront aux alentours de 700 mètres d'altitude. Dans l'autre configuration, c'est-à-dire quand on est en configuration de vent face à l'est, avec du temps en général meilleur, la ville de Saint-Maur ne devrait pas être survolée, puisque les avions passent largement au sud. Ils décollent dans l'axe et ils tournent pour rejoindre un point qui est vers Sucy-Bussy. Et Saint-Maur est ici. Donc dans cette configuration, s'il fait très beau,
cet été, ce que je souhaite personnellement, la ville de Saint-Maur ne devrait pas être affectée par les survols au départ de l'aéroport de Paris-Orly. Ce que vous apportez comme indemnité pour des gens comme moi qui passent leurs vacances parce que je n'ai pas le choix de faire autrement, comment je fais? Comment je fais pour supporter cette récurrence que j'ai déjà connue et qui était insupportable? Merci beaucoup pour votre écoute. Ces travaux, on les fait par obligation. On a un sujet de sécurité. Ce sujet de sécurité, c'est un enjeu très fort sur un aéroport, c'est de garantir la sécurité des opérations aériennes. On a pleinement conscience des impacts pour les populations, et notamment pour les populations qui ne sont pas survolées habituellement. Alors il y a des survols, on va dire, qui peuvent être au quotidien dans des conditions bien particulières. Quand on fait des inspections de pistes, on vous les a détaillées. Mais on a bien conscience que Saint-Maur n'est pas survolé en dehors de ces quelques cas qu'on connaît. Et donc c'est pour ça que dans toute la durée qui a précédé ces travaux, pendant tous les mois qui ont précédé en fait, et voire les années, puisque nous on travaille sur la réflexion de comment on va mener ce chantier depuis 2018-2017, eh bien on a cherché à intégrer l'impact pour les populations dans la durée de ces travaux. C'est pour ça qu'en fait on a investi dans la conception et la réalisation de ces travaux qui vont mobiliser 700 personnes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, justement pour réduire la durée. Excusez-moi, madame, je vous ai écouté. Je vous ai écouté, je vais juste au bout. Eh bien, je vous dis juste... Bon, alors, je vais arrêter de me répéter. Gagnons du temps, madame. Eh bien, je vais vous le dire clairement. Ce chantier, c'est un chantier qui, pour nous, est essentiel pour garantir la sécurité de l'aéroport. On a réfléchi à son organisation et notamment à la durée, à limiter sa durée. C'est une durée qui, pour vous, est forcément trop longue, je le comprends, pour des gens qui ne sont pas habituellement survolés. C'est pour ça qu'on a pris des engagements sur les moyens qu'on met en œuvre et sur le fait qu'on revienne à l'issue de ces travaux, au bout des 18 semaines, et on fait tout pour que ça ne dure que 18 semaines, à des opérations normales. Qu'on a limité le nombre de vols aussi, et ça c'est directement une conséquence du fait qu'on opère sur une seule piste, mais ça va limiter le nombre de survols pour les populations, et on est sur une application très stricte du couvre-feu. Oui, je sais que pendant toute la durée des travaux, effectivement, et c'est pour ça que je me présente à vous ce soir, c'est aussi parce que j'en ai conscience. Si j'en ai pas confiance, je ne viendrai pas vous voir ce soir, je ne serai pas face à vous pour vous répondre, et j'ai clairement conscience des conséquences que ça va avoir pour vous. C'est pour ça que nous aussi, dans notre devoir vis-à-vis de vous, on a un devoir d'information et de se présenter à vous. Bonjour, je me présente, donc je suis Serge Guérin, je suis habitant de la Varenne-Saint-Hilaire. D'abord, je voulais remercier monsieur le maire et aussi vous d'être venu courageusement à ce débat. Donc j'ai 4 demandes qui seront courtes. Donc je vais d'abord les formuler et après vous répondrez à ces demandes. D'abord, je voudrais insister sur l'aspect écologie, parce que le bruit, c'est aussi l'écologie. On a vu les dernières sensibilisations au niveau politique. Le survol de Saint-Maur pendant 4 mois aura des impacts sur la santé des enfants et des seniors, d'où mes 4 demandes. Premièrement, plan d'action pour réduire le bruit. Vous avez déjà répondu en limitant les vols par rapport à la situation normale. Deuxièmement, plan d'action pour faire respecter le couvre-feu des survols de nuit. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi, je le vis. D'ailleurs, quand je vois certains forums, il y a marqué qu'il y a une croissance de 16% du nombre de survols ou de dérogations. Vous parlez de 23h30, mais je peux vous garantir que jusqu'à minuit, ça se fait, voire même plus. Et le troisième point le plus important, alors là je vais parler un peu technique, mettre à jour le PEB, le plan d'exposition bruit, le PGS, plan de gêne bruit d'Orly, en intégrant la ville de Saint-Maur dans les villes impactées par les survols, et surtout que la piste 2 soit traitée comme les autres pistes. C'est-à-dire, dans ces documents, avoir une cartographie de zone bruit avec LDEM, les autres pistes l'ont, la piste 2 ne l'a pas. Installation de capteurs de bruit, alors c'est très bien, vous le mettez pendant la période provisoire, moi je veux que ça reste. Comme ça, ça évitera. Le problème actuel, c'est qu'il y a une opacité. Et ma troisième demande, c'est la piste 2 dans l'application Vitrail. L'application Vitrail permet en temps réel d'observer les trajectoires,
et la station de mesure de bruit. La problématique, c'est, vous dites qu'il faut une transparence, et bien cette transparence, elle doit être vraie. Voilà. Et pour terminer, alors, ce point important, c'est fixer la réglementation par une loi écologique et plus par des décrets arrêtés. Vous dites, monsieur le maire, que vous allez demander l'engagement d'ADP sur ça. Malheureusement, ce n'est pas ADP c'est le gouvernement qui fixe les règles. Il fixe les règles par des arrêtés interministériels ou des arrêtés préfectoraux. Par exemple, pour Orly, c'est fixé un arrêté préfectoral. La plage de couvre-feu, deux points importants, la plage de couvre-feu d'Orly de 23h30 à 6h, ça veut dire qu'elle peut être modifiée par le Premier ministre. Plafonnement du nombre de créneaux annuels. Pareil, mais là, le plus important, quand vous voyez l'arrêté interministériel, actuellement, la limite officielle, c'est 240 000. On en est à 220 000. Donc, ce que je veux, moi, c'est que, surtout sur ce point-là, comme vous n'avez pas, vous, les pouvoirs de décision, c'est que vous demandiez à votre ministère de tutelle, vous demandez, monsieur le maire, que ADP s'engage, mais ADP ne peut pas s'engager là-dessus. Donc je demande que monsieur le maire obtienne du ministère de tutelle de l'ADP l'engagement sur ces deux points importants, la plage de couverture d'Orly et le plafonnement du nombre de créneaux. Voilà, c'est tout. Alors, je vais vous répondre. Il y a des questions à la fois pour Alain et pour moi. Je vais reprendre sur la fin, sur les 250 000 créneaux sur le couvre-feu. 250 000. L'arrêté de 94, c'est 250 000 créneaux. Non, mais je vous réponds précisément. Non, c'est pas grave. Ces deux points-là ont fait l'objet de plusieurs discussions pendant ce qu'on a appelé les débats de la loi Pacte, qui doit permettre, le cas échéant, si elle est mise en œuvre, la privatisation d'Aéroports de Paris. C'est vrai que quand le gouvernement s'est lancé dans ce projet, ça a suscité beaucoup de questions sur qu'est-ce que finalement un futur propriétaire d'Orly pourrait être amené à faire. Et au travers des différents débats qu'il y a eu au Parlement, l'arrêté et le décret ont été repris dans la loi, ont été intégrés en fait dans la loi, de façon à ce que le plafonnement en créneaux et le couvre-feu soient partie prenante de la loi et de la réglementation d'Orly, et donc qui fait que n'importe quel actionnaire futur ne pourra pas développer l'aéroport au-delà de ces bornes existantes que sont l'arrêté de 94 et le décret de 68. Je continue juste. Ça, c'est ce qui est prévu aujourd'hui dans la loi. Par ailleurs, nous, groupe ADP, on n'a pas attendu les débats sur la loi Pacte. Il y a eu avant les assises du transport aérien, c'est pour être complet, je vous dis ça. Et on a, nous, posé noir sur blanc notre engagement au développement de cet aéroport dans le respect des limitations existantes que sont le décret et l'arrêté que vous citez, qui ont été repris par ailleurs ensuite dans la loi. Ça, c'est pour vous répondre sur ce dernier point. Alors, pour être clair, la loi dont on parle, elle a été promulguée, donc elle est en vigueur, et elle prévoit bien que le couvre-feu, donc le couvre-feu d'Orly est dans la loi, tout comme la limitation de 150 000 créneaux. Donc ces deux points sont aujourd'hui, à l'heure où on parle, dans une loi votée par le Parlement et promulguée. Donc elle est stricto sensu applicable, de fait. Ensuite, ne me demandez pas comment est fait le travail du législateur, je suis bien incapable, mais c'est comme ça. Je vais répondre juste un instant pour être très clair. Dès lors que l'arrêté est intégré dans la loi, c'est la loi qui fait foi. Pour revenir en arrière, il faudrait une nouvelle loi. Ça ne peut pas être modifié par arrêté. Je crois que c'est ça que vous vouliez avoir. Et à l'époque, au moment de la discussion de la loi, nous avons été un nombre assez important de communes, puisque ça va, je vous dis, jusqu'à hier, à demander précisément que soit intégré dans la loi ce dispositif. Il y a eu d'ailleurs des parlementaires aussi du département qui nous ont aidés sur le sujet, parce que c'était pour nous plus important que le débat en soi de l'ADP, qui est un débat législatif. En revanche, que ça soit inscrit dans la loi, c'est une demande forte de notre part. Oui, bonjour, je m'appelle Sophie Duette, j'habite dans le quartier de Champignol de Saint-Maur-des-Fossés. Vous avez dit dans votre préambule, monsieur, que c'était un problème de sécurité. Il ne faut pas opposer la sécurité aux habitants. Je pense que personne ici a envie d'endosser la responsabilité d'un avion qui se serait abîmé
en atterrissant ou en décollant. Ce n'est pas le propos, la sécurité. Le propos, c'est les populations survolées. On pourrait imaginer que vous fermiez cet aéroport pour des raisons de sécurité, que vous remettiez en état vos pistes et qu'aucun avion ne nous survole. Je dis ça juste pour que vous ne nous opposiez pas à la sécurité, monsieur, ni même les directives européennes qui ne sont pas nouvelles en matière de mise en conformité. C'est pas nouveau. Donc, notre problème à nous, c'est très pragmatique. C'est est-ce que je peux, cet été, être dans mon jardin avec mon petit-fils du 20 au 30 ? Bon, c'est ça ma question. On n'est pas dans un schéma d'intérêt public. On n'est pas en train de parler de quelque chose auquel on ne pourrait pas s'opposer. Là, on a affaire à une entreprise qui est privatisée, mais prochainement, je sais bien, et des compagnies aériennes qui vont travailler cet été en nous survolant. Quand vous mettez en parallèle l'effort qu'on nous demande pour des raisons de sécurité, mais ça, je pense que vous admettrez qu'on ne peut pas le recevoir. Quand vous mettez en parallèle l'effort qui est demandé aux populations survolées et l'effort extraordinaire qu'ont consenti les compagnies aériennes, vous pouvez peut-être remettre le PowerPoint. 3000 vols déplacés, 3000 vols supprimés. Combien on va s'en manger par jour? 4 jours. Je ne vois pas pourquoi moi, je suis comme madame, moi, je pensais cet été finir les vacances là tranquillement. Je ne vois pas pourquoi moi, je serais privée de ça pour le bénéfice de compagnies aériennes et j'imagine pour les taxes d'aéroport, je ne sais quoi, d'ADP. Nous avons un préjudice. Et là, on n'est pas sur du bien public, sur un projet d'État. On est sur une entreprise privée, privatisée à grand bruit, pour des compagnies aériennes complètement privées. Ce n'est pas notre problème. Moi, je travaille chez moi. Alors, en plus, ça nous fait peur, vous, hors intempéries, parce que les délais hors intempéries, on imagine les promesses. Je ne vous mets pas en cause, monsieur, c'est pas du tout c'est votre travail, je trouve ça courageux de venir. Bon, mais moi, je travaille chez moi. Je fais quoi? À Villeneuve-Saint-Georges, j'ai visité les maisons, les gens, c'est terrible parce qu'ils n'ont plus de jardin, mais ils ont, je pense que c'est Aéroport de Paris qui leur a installé des doubles vitrages. Bon, il faut que je m'achète au minimum, à grands frais, un casque anti-bruit pour pouvoir travailler dans mon bureau. Et c'est quoi ce 6 h du matin? C'est terrible. Quand on vous dit, vous aurez un couvre-feu de 23 h à 6 h, ça veut bien dire que ça sera atroce tout le reste du temps, puisqu'on impose un couvre-feu. Mais moi, à 6 h, je veux bien continuer de dormir. Enfin, j'ai pas envie de me mettre à ces horaires-là. Donc je pense que l'évaluation du préjudice, dans la mesure où vous êtes dans une démarche commerciale, je pense que madame a parfaitement raison. Il n'y a pas de raison. J'en ai pleinement conscience. On se retrouve effectivement dans une situation où moi je ne cherche pas à opposer sécurité aux populations. On a un sujet de sécurité sur cette piste, puisqu'en fait on ne peut pas continuer son exploitation. Et donc oui, on doit la refaire. On peut fermer l'aéroport. Il faut juste savoir que cet aéroport aujourd'hui, c'est un aéroport qui sert à la région Île-de-France. Notre trafic à Paris-Orly, c'est un trafic qui est tourné essentiellement vers la desserte de lignes directes entre le sud francilien, Paris et tous les territoires avoisinants et d'autres destinations. On n'a pas de trafic en correspondance comme à Charles de Gaulle, ou très peu. On a 2 millions sur les 33 millions de passagers qu'on fait par an. L'essentiel du trafic de Paris-Orly, c'est la mise en relation des territoires du sud francilien avec d'autres territoires. Donc on est un support direct à l'activité économique. Et donc effectivement, on a la particularité de cet aéroport, c'est un aéroport qui est destiné pour l'essentiel à la desserte du territoire du sud francilien et à permettre la mise en relation des territoires du sud francilien avec d'autres territoires. C'est notre particularité et c'est ce à quoi on sert depuis des années. Dans le lot des vols qui sont faits au départ d'Orly, même si c'est une proportion qui est infinitésimale, il y a un certain nombre par rapport à la quantité du trafic qui est traité. Il y a quand même un certain nombre de lignes qui sont des lignes d'obligation de service public, donc il faut aussi l'avoir en tête. On n'est pas que sur du trafic purement commercial, puisqu'il y a un certain nombre de territoires et de destinations qui sont encore desservis par ces lignes d'obligation de service public. Mais bon, voilà, c'est juste pour être précis dans la réponse. Alors, la question qui est posée sur, monsieur l'a posée tout à l'heure, sur le plan de gêne sonore et sur le plan d'exposition au bruit. Le plan d'exposition au bruit, il est calculé en fonction du trafic qui survole en fait les populations. Il se trouve que vous êtes aujourd'hui dans une configuration où vous n'êtes pas survolé par des opérations habituelles.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, le plan d'exposition au bruit ne concerne pas la ville de Saint-Maur. Attention, le plan d'exposition au bruit, c'est celui qui va notamment limiter ou restreindre les constructions et la constructibilité de vos biens. Le plan de gêne sonore, c'est celui qui va permettre l'indemnisation des populations. Aujourd'hui, ces deux plans répondent à des lois, des textes de loi. Et effectivement, s'il faut faire évoluer ce plan de gêne sonore, qui permet, lui, derrière, en fait, l'indemnisation des populations sur les travaux que vous pourriez être amené à faire, eh bien, il faut revoir la loi. Le couvre-feu à Orly est maintenu pendant les travaux comme il est en période ordinaire. Et on ne va pas changer. En général, on est même plus strict dans le respect du couvre-feu. C'est-à-dire qu'on donne moins de dérogations, voire pas de dérogation du tout. Le couvre-feu, il est ce qu'il est. Il est inscrit dans la loi maintenant. Et il restera applicable tel qu'il est depuis maintenant la décision de 1968. Sur les travaux, j'ajouterai une précision. L'importance de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va revenir à la situation hantée. Et pourquoi les travaux sont importants à être réalisés? Parce que s'ils ne sont pas réalisés à court terme et organisés comme tels, parce que derrière, il y a une très immense organisation pour que les travaux se déroulent dans les délais avec toutes les entreprises concernées, tous les corps de métier, c'est qu'on peut très bien avoir le préfet qui nous signe un arrêté de mise en péril et qui nous supprime la piste en termes d'exploitation. Le fait de faire ces travaux pendant 17 semaines ou 18 semaines, les 4 mois qu'on a indiqués, le but c'est de remettre Orly dans une configuration standard, habituelle, qui en fait vous permet d'être évité en matière de survol. Bonsoir tout le monde. Philippe Fouchard, moi j'habite comme monsieur le maire, juste en dessous du survol. Donc peut-être qu'il faut que je rapproche. Là, c'est mieux. Excusez-moi. Donc, je disais que j'habite juste en dessous du survol, donc je serai concerné pendant les 4 mois. Et je comprends que ça inquiète beaucoup de monde, mais moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est pas les 4 mois, c'est ce qui se passera ou ce qui pourrait se passer après. J'ai bien entendu ce que vous avez dit. J'ai bien entendu ce que vous avez dit et j'ai bien compris ce que vous avez dit. Mais ce qui m'inquiète quand même, c'est que, et je pense qu'il y a une peur, et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de gens sont là, c'est qu'on peut avoir l'impression que c'est comme une porte qui s'entrouvre. Et donc, alors vous avez dit par exemple tout à l'heure que le couvre-feu et que les 250 000 slots par an sont inscrits dans la loi, mais l'utilisation de cette piste, est-ce que c'est inscrit dans la loi? Ça, c'est une des questions que j'ai. Une autre question que j'ai, c'est est-ce qu'il y aura des travaux qui sont prévus sur cette piste pour peut-être la rendre plus exploitable dans le futur? L'autre question que j'ai à l'esprit, c'est Orly a été transformé cette année. Est-ce que ça ne s'inscrit pas dans le cadre d'un développement plus important d'Orly? Et enfin, la dernière question que j'ai, qui est un peu plus terre à terre, c'est, vous nous avez dit que pour vous, et je comprends bien ce que vous dites, je travaille dans l'aviation, donc je sais ce que c'est très important, la sécurité c'est très important, et ça aussi je le comprends très bien, je travaille dans la sécurité aérienne, mais donc ce qui est important c'est de respecter les travaux, de respecter la durée des travaux. J'ai une autre question par rapport à ça. Si les entreprises qui feront les travaux ne sont pas très compétentes ou de qualité suffisante, il y aura des problèmes. Il y aura potentiellement des travaux plus longs. Donc, que pouvez-vous nous dire sur l'expérience et la qualité de ces entreprises, comment elles ont été choisies? Voilà, j'en terminerai là-dessus. Merci beaucoup. Oui, alors, je voulais rebondir sur ce que vient de dire monsieur, et à juste titre, je comprends le stress qui peut gagner chacun d'entre nous. Moi, ma question, c'est surtout le respect des délais des travaux pendant les 4 mois. Par expérience sur d'autres aéroports pour le même type de travaux, est-ce que les travaux ont été légitimement respecté les délais, ou est-ce que les délais ont explosé? Et moi, ce qui me fait peur par rapport à votre exposé de tout à l'heure, c'est qu'il a été décelé, disons, pas mal de matériaux relatifs à l'exposition de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que ce dispositif qui va être mis en place pour retirer entre guillemets, tous ces déchets ne vont pas retarder les travaux et prolonger la phase de travaux? Voilà. Si justement on a fait ces travaux de levée de doute
et ces repérages depuis plusieurs mois, hein, parce qu'en fait on a commencé depuis la fin de l'année 2018, c'est justement pour garantir les délais. C'est-à-dire que quand on commence les travaux, on a mis ça de côté et on n'a plus ce sujet-là, on l'a évacué. C'est pour ça qu'on a commencé donc depuis ces derniers mois à faire toutes les nuits des repérages et des levées de doute avec les démineurs, le cas échéant, sur les différentes masses métalliques. C'est pour garantir, pour se mettre du bon côté du trait en matière de garantie de la sécurité et notamment des délais liés à l'exécution de ce chantier. Ensuite, sur la durée du chantier. Si on commence pendant la période d'été, c'est notamment parce qu'on va devoir déconstruire la piste. Qui dit déconstruire la piste dit qu'on va se retrouver avec une zone décaissée qui peut être de 45 mètres de large sur 1 mètre de profondeur sur 2200 mètres. Puisque c'est ça qu'on va déconstruire. Et donc c'est autant de zones qui peuvent être une zone de retenue d'eau importante. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se mette dans les meilleures conditions météorologiques, notamment par rapport aux précipitations, puisqu'on si jamais on avait énormément de précipitations, vous pensez bien que finalement on aurait un autre problème, ça serait comment on évacue cette eau, on la retraite, parce qu'il y a des lois sur la pollution de l'eau qui s'appliquent à nous tous, et notamment en matière de rejet, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc au bout du compte, on s'est mis sur la période d'été justement pour se mettre dans la meilleure condition. On aurait pu se mettre sur toute la période d'été, mais on a aussi conscience de l'impact que ça a pour les populations. C'est pour ça qu'on s'est mis à cheval entre l'été et une période plus tempérée, et notamment une période plus tempérée hors gel, puisque comme on va reconstruire une partie de la chaussée, il faut qu'on soit hors de conditions de gel pour pouvoir reconstruire cette chaussée, et de façon à garantir la qualité de l'exécution, pour justement ne pas avoir à revenir demain. C'est monsieur qui posait la question sur la qualité des réalisations, c'est vous qui la posiez, et puis l'un et l'autre vous en avez fait référence. Justement, c'est pour se mettre dans les meilleures conditions possibles en point de vue météorologique. Après, la météorologie, c'est pas une science exacte. C'est pour ça qu'un certain nombre ont vu effectivement cette remarque hors intempérie. Le hors intempérie, c'est effectivement, on a mis tous les moyens nécessaires pour faire face à des intempéries normaux qu'on peut rencontrer dans ce type de situation, dans ce type de période. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, si on a un mois d'août ou un mois de septembre où il fait que pleuvoir, on va avoir effectivement un sujet sur la tenue des délais. Après, sur la qualité de la réalisation, en Ile-de-France et en France, de toute façon, il n'y a que très peu d'entreprises qui sont capables de réaliser un chantier de cette nature. On retombe toujours sur les trois, c'est soit Vinci, soit CFH, soit c'est Colas. Il se trouve que c'est Colas qui a eu le chantier cette fois-ci. Quand j'étais à CDG, un coup c'était Vinci, un coup c'était Eiffage, ça c'est au gré des appels d'offres. Mais finalement, il n'y a que très peu d'entreprises qui, au niveau national et même européen, sont capables de pouvoir réaliser ce type de structure, puisqu'en fait on a un certain nombre de matériaux et de conditions de réalisation qui sont spécifiques à la réalisation de cette piste. Ensuite, il y a eu des questions sur, vous avez développé Orly, est-ce que finalement la piste 4, est-ce que vous avez fait des travaux dessus? On a fait des travaux dessus en 2016 et en 2017. C'était justement parce qu'on devait la réhabiliter, parce qu'elle comportait elle aussi des problématiques de vieillissement de sa couche de roulement notamment. Maintenant, les configurations de pistes qu'on a aujourd'hui à Orly sont, comme vous l'avez vu, à contrario de CDG. À CDG, on a des pistes qui sont complètement parallèles. À Orly, on a des pistes qui sont convergentes. Et donc, cette convergence de pistes fait que la configuration la plus capacitive, c'est celle aujourd'hui qui est exploitée au quotidien. C'est celle qui fait que Saint-Maur n'est pas survolé, et survolé, on va dire, de façon inhabituelle ou dans des conditions bien particulières. La capacité de piste qu'on a à Orly aujourd'hui, nos deux pistes, sont bien supérieurs au nombre de vols qu'on peut opérer. On est limité à 250 000 créneaux. Et cette limitation à 250 000 créneaux, j'ai eu souvent des questions finalement, est-ce que la troisième piste, ainsi de suite, vous avez besoin d'une quatrième ou d'une cinquième? Non, le système de pistes qu'on a aujourd'hui, il nous permet d'accompagner notre développement. Comme on est limité en nombre de mouvements, le développement de Paris-Orly, il ne se fait que sur les passagers. C'est pour ça notamment qu'on a développé les infrastructures passagers, puisqu'au travers du temps, les infrastructures qu'on avait construites en 61 pour Orly Sud et en 71 pour Orly Ouest n'étaient plus du tout adaptées à l'accueil du trafic aérien et des passagers aujourd'hui. Entre-temps, la sûreté s'est renforcée, on avait des infrastructures dans lesquelles il a fallu qu'on fasse rentrer finalement des nouveaux systèmes de détection, que vous passiez vous-même par des contrôles qui n'étaient pas systématisés à l'époque. Eh bien, on a profité de tous ces travaux d'agrandissement pour donner plus de surface aux passagers et plus de surface à l'accueil de tous les dispositifs pour pouvoir contrôler la sécurité des passagers. Pour autant, le développement de cet aéroport
s'il continue à se faire, il ne se fera que sur la croissance des passagers, puisque de toute façon, sur les mouvements, on est capé. Et aujourd'hui, honnêtement, il n'y a aucun acteur ni investisseur qui ne peut ne pas prendre en compte les considérations environnementales et l'attente des populations qui sont autour de cet aéroport. Je crois que le débat qu'il y a eu pendant la loi Pacte a été très clair sur le sujet. Il y a eu un grand nombre de prises de position. Et c'est pour ça que nous, Aéroports de Paris, depuis des années, et on l'a encore reformulé lors des assises du transport aérien, si développement il doit y avoir cet aéroport, il ne se fera que sur le développement du trafic passager. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand on a développé cet aéroport, au travers de son développement, il a connu plusieurs époques, et notamment des époques où le trafic était essentiellement tourné vers le national, un tout petit peu vers le bassin méditerranéen, et finalement, avec l'apparition des low-cost, la concurrence des lignes à grande vitesse, un certain nombre d'opérateurs, notamment le groupe Air France, pour le citer, a dû revoir son modèle économique et finalement s'est mis à desservir des destinations un peu plus lointaines en Europe au profit du national. Et la nature des dessertes a fait évoluer le type de flotte. On est passé d'appareils qui étaient inférieurs à 40 ou 50 places à aujourd'hui des moyens courriers de 180 à 200 places, puisque c'est ça, 75% du trafic d'Orly s'est fait avec des moyens courriers qui sont des A320 ou des 737, et c'est à peu près le nombre de passagers qui est emporté par ces avions. Et donc on a vu mécaniquement les avions de plus petite taille être remplacés par des avions moyens courriers, et c'est comme ça que mécaniquement le trafic passager il a augmenté au travers des années. En 2010-2011, on était autour d'un emport moyen de passagers à 110, 115, et aujourd'hui il est à 145. Et en fait c'est le trafic, c'est l'évolution, la nature des destinations desservies. On est aujourd'hui sur un trafic qui est très équilibré entre un tiers de national, un tiers d'Europe et un tiers d'international. Donc aujourd'hui, et dans le futur, quand on se projette, de toute façon, la croissance du trafic passager ne se fera que par la croissance mécanique du type d'avion et pas sur le nombre de mouvements. Je passe le micro. Le micro est là-bas. Et juste pas pour répondre, pas pour vous contredire non plus, mais sur le développement d'Orly, l'une des garanties, c'est la mobilisation de l'ensemble des villes et des maires autour. C'est-à-dire que nous avons, dans la discussion, collectivement, nous sommes tous dans une association, collectivement refusé de façon ferme, en ayant d'ailleurs manifesté à Orly, et d'ailleurs pour les plus anciens, j'en connais ici, qui ont été manifestés il y a 30 ans sur les pistes d'Orly, pour se faire entendre. On a été assez loin dans le face-à-face, si je puis dire, avec Aéroports d'Orly et avec le gouvernement lorsqu'il s'agit de fixer la règle qui est inscrite dans la loi. Ça ne signifie pas qu'à l'avenir, la loi ne peut pas changer. Ça signifie simplement que ce qui est inscrit dans la loi aujourd'hui, on le sait et on l'a obtenu. Et que chacun sait aussi qu'on est capable de se mobiliser fortement. Voilà. Premièrement, je ne suis pas d'accord pour qu'on intègre Saint-Maur dans un plan d'exposition au bruit de la même nature que Villeneuve-Saint-Georges, qui conduirait notamment à avoir des indemnités pour vous. Et vous savez pourquoi je ne suis pas d'accord ? Parce que le jour où vous acceptez un double vitrage payé par Aéroport d'Orly, vous savez ce qui va se passer ? Est-ce que vous savez ce qui va se passer ? Ça veut dire qu'ils seront autorisés à survoler Saint-Maur autant qu'ils le veulent. Et ça, c'est juste ce que je ne veux pas. Et voilà. Et je comprends très bien que ce que je viens de dire peut vous heurter, et peut heurter d'ailleurs Aéroport de Paris ou DGAC, mais finalement, peu importe. C'est une constante. Dès lors que l'on rentre dans un dispositif d'indemnisation, alors on se retrouve dans une situation d'être soumis. Non, mais je sais bien, mais je réponds, s'il vous plaît. Je réponds, s'il vous plaît, une seconde. Deuxième chose, sur les travaux. N'imaginez pas un seul instant qu'un jour, on m'a demandé « Est-ce que, monsieur le maire, vous êtes d'accord pour les travaux ou pas les travaux ?» Ça ne se passe pas comme ça. Un jour, on nous a dit, à l'ensemble des maires, il y aura des travaux. Et à l'époque, lorsqu'on nous l'a dit, il y avait, et je crois que c'était esquissé dans le propos de, je ne sais plus si c'était de la DGAC ou de l'ADP, il y avait plusieurs options sur le tapis. Il y avait ceux qui disaient, bon, il faut que ça se passe après les élections. Il y a ceux qui disaient, et c'est une option technique,
qui disaient qu'il faut que ça se passe sur plusieurs étés. Et il y a ceux qui disaient, et qui ont émis les possibilités, que ça se passe sur un été. Je fais partie de ceux qui ont pensé que ça se passe sur un été. Parce que si on rentre dans un dispositif où on a un été, 2 étés, 3 étés de travaux, l'enfer, il va durer 3 ans. On sait qu'on sera en enfer. Enfin, je veux dire, moi j'habite sous les avions, j'habite exactement sous la... Je sais très bien ce qui va se passer cet été. Je sais très bien que mes enfants, que ma famille, voilà, je le sais. J'ai un jardin, je suis comme vous, voilà. Je suis pas un extraterrestre, mais je sais très bien que pendant 18 semaines, on va vivre quelque chose qui va être extrêmement dur. Je le sais. Mais après 18 semaines, je sais aussi que ce sera terminé. Moi, c'est ça mon... Alors, attendez. Est-ce que j'ai une garantie qu'après 18 semaines, c'est terminé? Effectivement, s'il neige au mois d'août, ça ne se passera pas. S'il pleut beaucoup, ça va se prolonger. Ce que je ne veux pas, c'est que ça se prolonge sur 3 ans ou 2 ans. Ou plus, parce que plus on prolonge les travaux, plus on considérera que tous les étés, on pourra faire des travaux très longs, pas seulement au mois de juillet, pas seulement au mois d'août, mais qu'on pourra aller jusqu'au juillet, août, septembre, novembre, parce que ça sera devenu une habitude récurrente. Et ça, je ne le veux pas. S'il y a des travaux, que ça soit exceptionnel. C'est pour ça, ça a été ma position. Pardon? Non. Aucun maire ne s'y opposait pour les raisons qu'on a évoquées. C'est parce qu'on sait tous. Alors, à votre question, qui était une bonne question, après tout, est-ce qu'on peut fermer l'aéroport d'Orly? Oui. Alors voilà, globalement, tout le monde répond oui. Moi, je pourrais dire oui, fermons l'aéroport d'Orly. Simplement, dans les combats qui sont les miens, j'essaie d'avoir des combats que je sais, que je devine pouvoir gagner. Fermer Orly, on est tous pour, on va fermer Orly. Cet été, pas d'avion jusqu'en décembre, terminé. Et puis après, on va réouvrir. On est tous d'accord. Simplement dans les faits, honnêtement, entre nous là, qui sommes tous d'accord. Qui peut croire un instant que nous aurions gagné le combat? Donc j'ai concentré mon énergie à faire en sorte que ça soit sur 18 semaines, maintenant, et qu'après on n'en parle plus. Voilà. Alors ça a été mon... Voilà comment ça s'est passé. D'accord? Pardon? Alors l'engagement par écrit est inscrit dans la loi. Sur les travaux, c'est pas inscrit dans la loi. C'est un engagement que j'ai par écrit sur la durée des travaux qui ont été présentés par ADP. Sur la durée des travaux. Absolument, sur la durée des travaux. Pour une autre raison d'ailleurs, hein, et c'est que là, on vous l'a expliqué, je ne sais plus lequel d'entre vous l'a expliqué, c'est que ils ont besoin pour faire des travaux d'être dans une situation hors gel, c'est-à-dire qu'on ne prenne pas le risque d'avoir du gel ou une température très basse. Et donc ça ne peut pas se passer au-delà de, on va dire, le gros, au-delà de la fin octobre. Après, on rentre dans une période novembre qui va être une période d'ajustement, puis ensuite une période de test. Donc voilà les choses, comment est-ce qu'elles vont se passer. Voilà. Et ensuite, un retour à la normale qui est inscrit dans les textes. C'est-à-dire qu'avant même que la décision des travaux a été actée, on avait la décision qui était intégrée dans la procédure législative qui a été à l'époque à l'Assemblée nationale dans la fameuse loi Pacte. Voilà comment ça s'est passé. Là, je vous réponds très honnêtement, hein, sans phare aucun. Là, vous allez faire des gros travaux donc, de rénovation des pistes. Donc potentiellement, vous allez pouvoir accueillir des plus gros porteurs. Ça va être quoi l'impact après ? Alors, la question, elle est intéressante. Aujourd'hui, sur Orly, l'appareil le plus gros, j'essaie de pas jargonner, que vous connaissez tous, vous avez tous vu un jour, c'est le 747. La question qui se pose derrière, c'est qu'on peut aller jusqu'au 380. Aéroport d'Orly accueille déjà la 380 en déroutement. C'est-à-dire que si un avion a un problème technique, il peut se poser à Orly, mais il a la particularité, c'est que cet appareil, il a des dimensions qui sont tellement importantes, notamment sur son train d'atterrissage, hein, la largeur du train d'atterrissage,
fait qu'en fait, il ne peut pas rouler sur toutes les voies. Et en fait, on sait l'accueillir aujourd'hui sur un seul poste qui est au large. Et c'est bien pour répondre aux besoins de déroutement pour des raisons techniques, pour des raisons de sécurité et d'urgence. Si on devait accueillir la 380 pour des opérations commerciales, il faudrait qu'on mette en conformité tout le réseau des voies de circulation avion de Paris-Orly. Et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. C'est pour ça qu'en fait, les plans de circulation au sol du 380, ils sont publiés sur les cartes qui sont mises à disposition des pilotes, puisqu'en fait, on ne peut l'accueillir que sur un poste, et c'est dans des conditions très particulières de déroutement. Voilà. Après, d'un point de vue caractéristique des pistes, oui, on sait le faire poser. On sait le faire poser sur la piste 4, celle qu'on utilise aujourd'hui, et qui fait que quand on est en configuration face à l'ouest, vous pouvez survoler l'atterrissage. Si un 380 devait dérouter de Charles de Gaulle, parce qu'il a un problème d'urgence et qu'on ne peut pas le poser jusqu'à CDG, eh bien, qu'il doit se poser en urgence à Orly, eh bien, il se poserait sur la piste 4. Aujourd'hui, c'est la seule piste qui est capable de l'accueillir. La piste 3 n'est pas capable. À l'issue des travaux, on pourra en termes de portance, mais derrière, on a une problématique, c'est que toutes les voies de circulation avion qui permettent de l'emmener quelque part ensuite sur l'aéroport ne sont pas capables de l'accueillir. Bonsoir à tous et bonsoir Monsieur le maire, bonsoir messieurs. Merci d'être venus nous voir. Je ne sais pas si ça prend beaucoup de courage de venir ici, mais en tous les cas, vous l'avez fait et c'est ce qui compte. Là où je pense qu'il y a, et certaines personnes l'ont exprimé dans la foule, et moi je le ressens énormément, je pense qu'on ne nous dit pas la vérité aujourd'hui. Soit la vérité est cachée, soit elle n'est pas connue et donc vous ne pouvez pas la dire de toute façon. Mais il y a d'innombrables chantiers publics qui ne tiennent pas leur délai. D'accord ? Donc pouvoir nous assurer aujourd'hui que le 2 décembre au soir, je crois, tout rentrera dans la normale, ça paraît compliqué. C'est juste un commentaire que je tenais à faire. Je tenais aussi à vous dire que lorsque vous venez aborder une population comme ça, pour un sujet aussi grave, parce que des questions j'en aurai aussi, hein, je tiens juste à faire un commentaire ou deux, parce que j'ai attendu le micro pendant 1h34 minutes. J'en étais au fait, nous ne savons toujours pas aujourd'hui, après 1h34 de réunion, combien d'avions vont potentiellement nous survoler. Vous avez des statistiques. Vous avez des statistiques. Pour l'instant, je n'ai pas entendu parler de la fréquence des vents d'ouest. 60%. Donc j'aimerais savoir combien de pourcents de vent d'ouest sur les 5 dernières années entre la période. Tout simplement pour avoir une idée du nombre d'avions qui vont survoler ma maison, puisque j'habite non loin de la maison de Monsieur le maire. Juste un instant sur la vérité. On ne puisse pas dire ce soir qu'une entreprise ne sera pas défaillante. C'est vrai. En revanche, on vous dise exactement le déroulé, la façon dont ça va se passer, c'est vrai. Donc il n'y a pas de choses cachées. Il n'y a pas une vérité qui existerait ailleurs. Il y a des ingénieurs qui ont répondu à des demandes pour faire des travaux dans un temps qui est donné et qui ont donné leur réponse. Vous pouvez contester ce qu'ont dit tous les experts et tous les ingénieurs. Je la conteste. Je dis simplement, monsieur, vous m'avez dit, il y a une autre vérité. Ça signifie qu'on ment. Attention, il n'y a pas d'autre vérité que celle. Alors après, est-ce qu'il peut y avoir des intempéries? La réponse est oui. Est-ce que vous pouvez avoir, je ne sais pas, est-ce que Colas peut faire faillite? Je pense que non. Enfin bon, j'espère pour eux. Mais voilà, on peut avoir des choses exceptionnelles. Mais si on était venu ce soir en vous disant, vous savez, le calendrier, on n'en a pas. Parce que c'est tellement compliqué qu'on n'est pas capable de vous donner des choses. Alors vous nous auriez dit, mais alors, elle sert à quoi la réunion? Ce soir, moi j'ai demandé à ADP de venir, et à DGAC, pardon, aux uns et aux autres, de venir avec des réponses, et notamment un calendrier outillé. Si ADP veut dérouler le caractère très technique des 18 semaines, il le fera avec plaisir. Mais c'est pas un truc de perlimpinpin. Ce sont quand même des faits.
Voilà. Donc, merci pour le commentaire. Pourrais-je avoir une réponse à ma question qui est de savoir, sur la période du 28 juillet au 2 décembre, en statistique, combien de vents d'ouest sur cette période, s'il vous plaît? Alors, je vais faire de la pédagogie, donc répéter, parce que je l'ai déjà dit. Sur des périodes météorologiques longues, du point de vue statistique, les vents d'ouest sont dominants à 60% du temps et les vents d'est à 40%. Merci. Il ne vous échappe pas que, malgré la toute-puissance de la DGAC, mon directeur général n'a pas d'action sur le sens du vent. Bien. Cela étant dit, je vous ai indiqué tout à l'heure que, hormis la période du mois d'août, d'ailleurs j'attire votre attention sur le fait qu'Aéroport de Paris et puis les partenaires ont délibérément choisi de préserver le mois de juillet. On l'a oublié, mais dans le plan, c'était aussi essayer de faire en sorte qu'il y ait un mois pendant les vacances d'été où on n'a pas les travaux, on est en exploitation normale. C'est délibéré, c'est pas le fruit du hasard. En configuration de vent d'ouest et pour la partie de la commune qui sera survolée, ce sera, comme je l'ai dit, entre septembre et la fin des travaux, 680 vols à l'arrivée ou au départ, donc c'est-à-dire la moitié, 340 par jour, sur 17 heures d'exploitation, grosso modo. Donc vous faites 340 divisé par 17, de mémoire, je n'ai pas là, combien ça fait? Bon, ça fait le taux horaire. Et sur les départs, s'il fait beau, vous n'aurez pas de survol. Voilà. En même temps, sur le procès d'intention que vous avez fait en termes de respect des travaux, je parle au nom de mon collègue directeur de l'aéroport, mais moi je suis dans cette boucle depuis maintenant 20 ans. Ça fait la 4e ou la 5e séance de travaux lourds qui sont organisés par Aéroport de Paris. On peut reprendre les archives des années 2017 et 2016 avec début des travaux, fin des travaux, sur les 2 dernières années précédentes. Et vous verrez qu'en 2017, ils nous ont rendu la piste avec 3 ou 4 jours d'avance, si ce n'est une semaine. En 2016, c'était pareil. On peut remonter à 2009, 2006 et 2003. Et vous verrez quelles ont été les dates de début de travaux, dates de fin de travaux, par rapport aux annonces qui ont été faites en concertation. Cela étant, on n'est pas à l'abri des aléas, mais globalement, de mon expérience, les périodes de travaux, malgré tous les aléas possibles, ont été respectées. Et ça, il faut rendre grâce, certes à ADP, mais à la qualité de nos entreprises et un peu aussi au fait qu'on choisit des périodes de travaux où les aléas météo, on les espère quand même les plus faibles possibles. Merci de votre réponse. J'avais une autre question très, très brève. Vous avez bien mentionné 250 000, je ne sais pas quel est le vocabulaire de votre créneau. Merci. Donc atterrissage et décollage, c'est ça? Ou atterrissage ou décollage. Et j'ai cru voir dans la présentation que 6 000 vols ont été soit déplacés, soit annulés. C'est bien ça? C'est 3 000 et 3 000. 3 000 ont été supprimés de la programmation pendant la période. Et 3 000 ont été redéplacés pour libérer les plages horaires de début de journée et fin de journée pour les aménager dans des plages horaires où il y a moins de trafic, de façon à pouvoir assumer ce qu'on appelle les aléas d'exploitation dus au fait des retards successifs qu'une compagnie aérienne peut générer au fur et à mesure de son exploitation, de ses rotations. Le matin, c'est aussi fait parce qu'on aura des retards d'exploitation, c'est sûr, puisque c'est la vie de l'aéronautique, hélas, et les avions seront déroutés sur Roissy-Charles de Gaulle. Mais les avions, une fois qu'ils seront à Roissy, le matin, on en aura besoin à Orly. Donc tous ces avions qui seront déroutés sur CDG, ils auront besoin au petit matin, une fois que la piste sera ouverte, respect du couvre-feu compris, de se poser. Donc on leur a ménagé un petit peu de créneaux de façon à ce que les activités du lendemain puissent se poursuivre avec les avions qui sont revenus à vide en saut de puce entre Roissy-Charles de Gaulle et Paris-Orly. On sait que la fréquentation d'Orly va sensiblement augmenter les prochaines années. Et rien ne nous garantit que le survol de Saint-Maur ne va pas continuer. Voilà. Et ça vraiment... Voilà. Alors, bon, vous allez me répondre... Je vais juste donner un élément de réponse par rapport à l'augmentation du trafic.
je ne vais pas répéter ce que dit Monsieur le maire à propos des dispositions Non, législatives. mais ça, c'est qui des ont été pronostics, faites. c'est des pronostics que vous faites. Non, mais non, quand l'aéroport sera privé, on sait bien qu'il y aura une pression économique qui sera faite pour augmenter le trafic. C'est évident. C'est la logique de Vinci. Alors, vous dites même que Vinci est pressenti pour faire les travaux de... Confiez-les à Vinci parce qu'ils feront bien les travaux. Hein. Alors, je voudrais rectifier deux points. Déjà, c'est pas l'État qui investit, c'est Aéroports de Paris qui investit. Bon, et l'actionnaire de... Oui, d'accord. C'est pas de l'argent public, quoi. Ah non, ADP, c'est pas public. Hein. C'est public, mais ça appartient pas à l'État, ADP. À hauteur de 51%. Bon, ben donc à hauteur de 51%, c'est de l'argent public. C'est de l'argent public, mais pas au sens du budget général de l'État. Bah oui, mais c'est au sens où ça appartient à 51% à... Sur l'exploitation, Monsieur le maire vous a rappelé que la loi a été promulguée, elle limite l'activité aérienne à Orly à 250 000 créneaux. Oui, mais ça change la loi. Hein. Ben oui, mais là, il ne faut pas le dire. Oui. Non, mais c'est une logique, voilà, c'est tout. Hein. On change la loi et... Mais, okay, oui, mais c'est le législateur, s'il vous plaît, c'est le législateur qui en décidera, le cas échéant, et ça ne nous appartient plus à l'administration. Sur l'efficacité opérationnelle du système, Orly a 2 pistes qui sont séquentes. Non, mais je ne veux pas d'explication technique. J'évoquais simplement... Ça vous explique pourquoi on ne peut pas utiliser la piste 4, celle qui induit les survols de Saint-Maur, en opération standard à la capacité opérationnelle de l'aéroport d'Orly. Mais ça, elle peut être rectifiée, cette piste. Non. Elle ne peut pas être réparée. C'est physique. Tant que les Donc là, pendant 4 mois, il va y avoir plein de vols sur cette piste, et après, il n'y aura plus... Mais attendez, excusez-moi, pendant 4 mois, il va y avoir plein de décollages sur cette piste, et on nous répond qu'on ne peut pas l'utiliser. C'est pas très logique, hein. Ah ben on va entendre, ouais, voilà. Aujourd'hui, on va utiliser la piste 4 je suis poli, monsieur, en mode unique, c'est-à-dire on décollera et on se posera sur cette seule piste. Quand on va revenir aux opérations standards, que j'espère à la date prévue début décembre, on va réutiliser les pistes d'Orly en mode indifférent, et spécialisé. C'est-à-dire que dans une configuration, donc face à l'ouest, puisque c'est celle qui vous concerne, on ne décollera que de la piste 4 et on se posera sur la piste 3. D'accord ? Ce sont des opérations spécialisées. Pourquoi on opère comme ça, ce qui permet de préserver la qualité de vie à Saint-Maur-des-Fossés ? C'est parce que c'est le système le plus capacitif. Si, pour des raisons diverses et variées, on devait inverser l'ordre des choses, c'est-à-dire décoller de la piste rouge face à l'ouest et atterrir sur la piste noire, vous voyez bien que si vous prolongez l'axe des 2 pistes vers l'ouest, elles ont un point séquent. Ce qui veut dire que des avions qui décolleraient de la piste rouge pourraient être amenés à croiser l'axe de la piste noire. Et ça, c'est rédhibitoire en termes de sécurité des vols du point de vue du contrôle aérien. Donc, ce n'est absolument pas capacitif. Donc, pour faire la capacité programmée, pour passer nos 38 arrivées heure ou nos départs heure, on est obligé d'avoir un dispositif de piste préférentiel tel qu'il est utilisé par le passé, tel qu'il sera réutilisé à la fin des travaux. Et donc, à la fin des travaux, il n'y aura pas de survol de Saint-Maur, hormis les cas que j'ai déjà cités, que j'ai répétés, voire les avions de Charles de Gaulle, mais à très haute altitude. Mais pourquoi ces cas ils sont de plus en plus fréquents alors que les travaux ne sont pas commencés? En ce moment, là, on a de plus en plus de vols qui sont vraiment bas. On les entend vraiment. C'est pas un bruit lointain. Sur les cas que j'ai signalés, on a des opérations de calibration de l'instrument d'atterrissage de la piste rouge en ce moment. Ce sont des opérations qui durent plusieurs jours. Ce sont des créneaux de 1 heure ou 2 heures ou 3 heures qui sont organisés sur plusieurs journées. Effectivement, vous pouvez être amené à constater des survols qui sont dus à ces opérations-là. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on calibre un appareil? On a un avion, un petit, c'est un Beech 200, c'est un petit bimoteur, un biturbopropulseur, qui fait des approches sur la piste, comme ça, et qui tourne au-dessus des territoires pour vérifier la qualité du signal radioélectrique émis au sort. Et pendant que cet avion fait ses circuits de vérification de l'appareil de radionavigation, les autres sont déplacés pendant la période du vol, pendant 1 heure ou 2, sur l'autre piste.
Les maintenances, ça dure. La validité de la maintenance, c'est comme les radars, c'est 6 mois, voire 1 an. Et donc, on reproduit ces opérations à la fin de la validité de l'appareil en termes métrologiques. Donc, ça arrive à cette fréquence-là, sur tous les terrains de France, à Roissy comme à Orly. Oui, je voudrais revenir sur le sujet des travaux. Donc, on a vu la conséquence d'un écart sur les délais des travaux. On a vu qu'il y avait peu de chances que ça se fasse, sauf neige en août, et je vous en remercie. Par contre, est-ce qu'on peut revenir sur les causes de décalage de la période de recouvrement, c'est-à-dire les risques que l'on ait pendant cette période de travaux d'avoir des dérogations excessives? J'ai bien compris qu'on était limité à 3 en moyenne. La difficulté, mais j'ai peut-être pas forcément suivi tous vos éléments, on réduit la fréquence des vols de l'ordre de 30-40%, mais on divise le nombre de pistes par 3. Donc comment, mais à nouveau j'aurais bien voulu que vous reveniez là-dessus, comment on arrive à faire tenir cette capacité sur l'aéroport sans élargir la période de couvre-feu, pardon. J'ai dit recouvrement, je crois. Aujourd'hui, pour respecter le contrat avec Aéroports de Paris et les compagnies, on doit être en mesure d'offrir une capacité maximale de 38 arrivées et 38 départs heure sur des pistes spécialisées. Le terrain, grosso modo, est ouvert pendant 17 heures dans la journée, grosso modo. Donc 38 x 17, je ne fais pas le calcul, mais ça fait beaucoup plus que nos 680 vols par jour. On doit être pas loin des 800 plutôt. Hein. Je n'ai pas de calculette sur la place, mais 17 fois 600, voilà. Que pour les arrivées. Que pour les arrivées. Or, on fait 38 et 38. Donc le 38 et 38, pourquoi des valeurs si importantes qui conduisent pour des arrivées à 648 ? C'est parce qu'on a besoin d'offrir une capacité de pointe. Parce qu'il y a quand même des effets de pointe dans l'organisation des vols, avec des avions qui arrivent en paquet. Vous les voyez, enfin, vous allez les voir pendant la période considérée. Il y a une pointe du matin de tous les avions qui arrivent de province. Il y a ceux qui arrivent des Antilles-Guyane qui arrivent en général tôt le matin. On a besoin, le système de contrôle aérien a besoin d'offrir des pointes de capacité à l'aéroport. Elles ne sont pas utilisées toute la journée, loin de là. Sur une période normale, on est à 720 vols par jour à couper en deux entre arrivée et départ, donc ça fait 360 arrivée et départ, mais qui ont des fréquences d'arrivée qui sont variables dans la journée en fonction des programmations des compagnies, que nous on ne maîtrise pas en l'occurrence, on est obligé de s'adapter. Donc on offre 38 pour pouvoir absorber en dessous. Pendant la période de travaux, on descend, au lieu de faire 38-38, on va faire 20-25. Arrivée ou départ, ou 25 départs et 20 arrivées. Tout le planning a été revu pour respecter au niveau du comité des horaires qui organise la planification des compagnies, respecter ces contraintes de capacité maximum de programmation à 45 avions heure au global. Et le tout, ensuite, distribué par période de 10 minutes ou de 1 heure pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de chevauchement entre un début de pointe et une fin de pointe. Il me semble que la période la plus difficile qui va être réalisée, c'est l'atterrissage, donc, qui va se situer au-dessus de la Varenne, au-dessus de Saint-Maur. Et je crois savoir qu'avant d'atterrir, les avions se déchargent. Une sorte de dégazage qui se fait au-dessus d'une zone, soit forestière ou une autre zone. Donc là, je voudrais d'abord savoir comment ça va se passer. Et deuxièmement, je voudrais m'adresser à M. Berrios en lui demandant, du fait qu'on ait l'obligation d'avoir ces travaux, je souhaiterais que pour l'ensemble des Saint-Mauriens, la taxe d'habitation soit annulée. Merci. Je vais laisser Monsieur le maire s'exprimer sur ce dernier point. Mais sur l'aspect des dégazages, c'est quelque chose qui est effectivement souvent mis sur la table. Les dégazages d'avions, vous allez hurler, mais en général, il n'y en a pas.
Le pétrole, ça coûte à peu près $1000. Le pétrole avion, c'est à peu près $1000 la tonne. Donc à ce prix-là, les compagnies aériennes ne vidangent pas. Elles ne vidangent que dans un seul cas, c'est les cas d'urgence, où un avion a besoin de se reposer assez tôt après le décollage, pour des raisons de feu à bord, de malades, graves, enfin vraiment une situation d'urgence. Et dans le cas où sa masse maximale autorisée à l'atterrissage est dépassée. Et donc, du coup, il est obligé de vidanger une certaine quantité de carburant. Ça peut aller de 2 tonnes à 20 tonnes, suivant le cas d'espèce. En région parisienne, il y a 1 ou 2 événements par an qui se déroulent dans ces circonstances-là. Vous parlez de région boisée. Effectivement, on essaie d'aller loin et haut. C'est la forêt de Fontainebleau, par exemple, à des altitudes supérieures à 2 ou 3 000 mètres. C'est dans la région du Calvados, mais à des altitudes encore plus élevées. Mais c'est des cas de figure qui n'arrivent pas. En revanche, ce que vous pouvez constater parfois en regardant les avions dans le ciel à basse altitude, et notamment en période humide, c'est des phénomènes de condensation de l'eau sur les ailes ou sur les volets qui laissent derrière eux des traînées de condensation qui pourrait ressembler à ce qu'on peut imaginer comme étant du dégazage de carburant à avion. Mais les avions ne dégazent pas à l'arrivée, ils se posent avec leur pétrole et au prix où ils coûtent, ils essayent de sauvegarder le moindre kilo. Pour la taxe d'habitation, moi je suis d'accord dès lors que ADP me la rembourse. Alors, je vous donne le montant. Je vous donne le montant, c'est 70 millions d'euros. Alors, madame. Bon. Je m'appelle Madame Chambre. J'habite à La Varenne depuis plus de 50 ans. J'ai actuellement plus de 80 ans. Alors, évidemment, je me suis intéressée à un aspect un peu particulier, c'est celui de la santé. Parce que vous savez que le bruit, ça atteint notre appareil auditif, celui que nous avons tous, et c'est un appareil extrêmement fragile. Et la question que je me pose, c'est de savoir dans quel état nous en ressortirons au bout de 4 mois. Parce que, je vais vous dire, alors une question que je pose à monsieur, alors ce sont 2 questions que je vous pose. La première, est-ce que vous avez une idée du nombre de décibels que cela représente, le survol de ces avions sur Saint-Maur? Et deuxième question, c'est au moment de l'atterrissage, je crois qu'à ce moment-là, attendez, il faut que je mette mes lunettes, excusez-moi. Parce que j'ai écrit la phrase, c'est quelqu'un qui, évidemment, a l'habitude des avions et qui me l'a suggéré, c'est de savoir, vous sortez les trains d'atterrissage, d'où les bruits sur les aérofreins, et ce sont des aigus. C'est ce qu'il y a de plus difficile à vivre. Ce sont les aigus, ça peut monter jusqu'à 3000 ou 4000 Hertz. J'aurais voulu que vous me disiez des chiffres assez précis, quoique je sache que c'est difficile parce que ça dépend de la météo et ça dépend des appareils. Mais enfin, est-ce que vous avez une idée à combien ça monte au point de vue Hertz et au niveau des décibels, combien ça va représenter? Parce que je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, à partir aux environs de 70 décibels, il y a un risque de perte d'acuité auditive. Et ça, c'est très difficile parce que les médecins, là, ils ne savent pas. C'est l'oreille interne qui est touchée. C'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est ce que nous avons presque de plus précieux. Et c'est ça qui risque d'être entamé. Et c'est là-dessus que je voulais attirer votre attention. Voilà. Je vais vous répondre pour ce qui concerne mon métier, la navigation aérienne en principal. L'endroit où se situe la zone survolée de Saint-Maur, c'est un endroit où effectivement les avions auront probablement sorti le train d'atterrissage. Le train d'atterrissage, comme les volets hypersustentateurs, c'est quelque chose qui génère du bruit. C'est du bruit aérodynamique. Vous dire dans quelle gamme de fréquences en valeur d'hertz on est, je ne sais pas trop. En revanche, en termes de niveau sonore, il faudrait vous rapporter à quelque chose qui est mesuré aujourd'hui par Aéroport de Paris pour faire une transposition entre les stations de mesure de bruit qui existent aujourd'hui sous l'axe de la piste qui est utilisé traditionnellement. Il y a une station de mesure de bruit qui correspond à peu près en termes de positionnement par rapport à la piste, à la même distance par rapport à Saint-Maur.
En gros, si vous allez sur le site d'Aéroport de Paris ou Entre Voisins, je suis sur Entre Voisins ou Vitrail, vous pourrez avoir les mesures exactes qui sont faites au fil de l'eau, en temps réel, de vols qui existent aujourd'hui et qui sont mesurés. Ce n'est pas du calcul. De mémoire, on est quand même effectivement proche des valeurs que vous signalez, c'est-à-dire entre 70 décibels pour les avions les plus légers et pour un 747, on est plus vers les 80. Un 747, il y en a heureusement pas tous, pas beaucoup, il y en a 4 ou 5 ou 6 peut-être. Non, dans la journée. Dans la journée. Et il n'y en a plus que 3 en exploitation, me dit M. Lacotte, à Orly. Oui, mais les avions, aujourd'hui, vous allez sur le site d'Aéroport de Paris, vous aurez des mesures exactes de ce qui est constaté. Je ne sais pas si vous aurez la spectrométrie pour avoir les valeurs en hertz, mais en tout cas, vous l'aurez en décibels, et on est plutôt entre 70 et 80 décibels. Et le range est plutôt 70-75. Pendant toute la durée des travaux, même si certains ont demandé d'ailleurs à ce qu'elle soit maintenue au-delà de la durée des travaux, en tout cas, nous, on l'a implantée pendant la durée des travaux parce qu'on n'a pas de raison de continuer à la maintenir, puisque derrière, on revient à l'exploitation normale. On va implanter une station de mesure à Saint-Maur. On travaille avec les services de Monsieur le maire, justement pour finaliser l'implantation de cette station de mesure pendant la durée des travaux, station de mesure dont vous pourrez lire vous-même les valeurs des avions qui survoleront Saint-Maur au droit de la station de mesure. Et donc, c'est ce qu'on est en train de finir de travailler pour que cette station de mesure elle soit opérationnelle dès le démarrage des travaux et donc dès le démarrage des survols. Pardon ? Avec des acousticiens ? Ah oui, avec des acousticiens. En fait, c'est le laboratoire d'Aéroport de Paris qui déploie ces stations sur les trajectoires qui sont habituellement utilisées. Et donc, on va déployer une station de mesure pendant toute la durée des travaux avec effectivement l'outil Vitrail qui vous permettra de pouvoir consulter la valeur des survols. On a distribué, et on est en train de distribuer dans chaque boîte aux lettres des Saint-Mauriens une lettre d'information sur la réalisation de ces travaux. S'il vous plaît, je veux juste vous donner cette information-là. Dans chaque boîte aux lettres des Saint-Mauriens, on est en train de distribuer une lettre d'information justement pour informer les Saint-Mauriens sur la réalisation de ces travaux, sur le fait que vous allez être survolés. Et ça, c'est distribué dans chacune des boîtes aux lettres. Quand on achète, par exemple, une maison, un appartement à Sucy-en-Brie, on signe comme quoi on accepte le survol des avions au-dessus de notre ville. Bon, ça existe, donc pourquoi nous, on n'a jamais signé ça, on n'a jamais accepté ça. Voilà. Donc moi, ce que je vous propose, mesdames et messieurs, parce que moi, justement, je pense aussi à vous et pas seulement à ADP et aux avions d'Orly, c'est de faire quand même par rapport à tout ce qui va se passer, nous arriver, pour justement répondre à madame et à madame aussi tout à l'heure, de faire une association de consommateurs pour que, voilà, alors ça sera un groupe Facebook, pour surveiller un petit peu tout ce qui se passe. Alors, on sait déjà qu'il va nous arriver une pollution sonore. Les personnes âgées, les personnes qui ne partent pas en vacances, c'est évident qu'ils vont souffrir. La pollution de l'air, la population qui reste va aussi souffrir. Il y a des enfants dans les centres aérés qui jouent à l'extérieur. Avez-vous... Alors, bon, là, il va peut-être falloir un fonds pour les victimes. D'acouphènes, j'ai pas fini, d'acouphènes peut-être invalidants. De gens, par exemple, qui à un certain moment ont envie de vendre leur logement rapidement, est-ce que vous croyez que ça sera possible ? Certainement pas. Les préjudices aussi, par exemple, une dépression, les dépressions nerveuses peut-être, par rapport à tous ces avions. Donc voilà, ce que je voulais vous proposer, c'est de faire passer parmi vous, donc, je sais pas, les numéros de téléphone, les mails, les trucs comme ça. S'il y a quelqu'un qui peut s'occuper de ça, de prendre les noms de tout le monde, à ce moment-là, plutôt que d'être seul, si jamais quelqu'un a un acouphène, quelqu'un a un souci, etc., et ben à ce moment-là, à plusieurs, on pourra en parler, déjà on pourra se décharger, on ne sera pas, comme vous avez dit, toute seule dans notre coin, entre voisins, c'est horrible. Donc là, à ce moment-là, on pourra peut-être faire quelque chose. Je demande si jamais il y a des gens qui veulent faire une association, et ben qu'on soit tous ensemble pour surveiller tout ça. Vous pouvez comparer avec Sucy-en-Brie. Sucy-en-Brie a accepté d'être dans la zone d'un périmètre de bruit, par conséquent a accepté le survol. Voilà. Pas nous. Pas nous. Et je vais certainement pas l'accepter non plus, le coup. Docteur ? Vous avez parlé essentiellement de travaux sur les 2 tiers ouest de la 26, la piste 3. Quid du premier tiers ? Or, sur ce premier tiers, 60% des avions qui se posent à Orly dans l'année impactent sur ce premier tiers. Est-ce que les travaux du premier tiers ont déjà été faits ? Ou bien est-ce qu'il faut compter à ce qu'ils soient faits dans les années ultérieures ?
En fait, il se trouve que sur la partie la plus à l'est, pour avoir une hauteur de survol plus importante en fait, de Villeneuve-le-Roi, en fait, avec le temps, on a décalé le seuil d'atterrissage. Et donc finalement, la première partie la plus à l'est de la piste n'est quasiment plus utilisée, puisqu'en fait, on a décalé la zone d'atterrissage des avions le plus à l'ouest. Et le cas échéant, elle est de temps en temps utilisée quand on décolle de cette piste en face à l'ouest, ce qui est relativement rare. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une structure de chaussée qui est beaucoup moins endommagée, qui est de meilleure constitution que ne sont les deux autres tiers. Historiquement, c'est la plus ancienne. C'est la partie la plus ancienne de la piste de la 26. Tout à fait, c'est la partie la plus ancienne. Sauf que les avions qui exploitaient à l'époque n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et donc, elle n'a pas été soumise au même cycle d'atterrissage-décollage avec des appareils modernes. Juste une petite question. Pourquoi dans les vols qui vont continuer sur Orly, ne peut-on pas avoir des vols qui aillent directement sur Roissy pour un peu nous désengorger? Et pourquoi les avions qui atterrissent à Roissy, ne puissent pas redécoller de Roissy sans venir à Orly? Deuxième petite question, êtes-vous au courant de temps en temps, vers 1h, 2h du matin, on a quand même des survols d'avions, mais pas ceux qui vont à Orly, des petits coucous. Vous êtes au courant de ces survols comme ça en pleine nuit? Sur le niveau sur le trafic, est-ce qu'on peut on va dire délayer une partie du trafic sur Charles de Gaulle? La particularité de CDG, c'est qu'en fait, aujourd'hui, CDG, on a un hub, le hub d'Air France qui est implanté, avec des points de trafic très importantes, qui font qu'en fait, CDG est déjà saturé plusieurs fois par jour. Et finalement, aujourd'hui, CDG n'a plus de capacité d'accueil sur la totalité en fait, de sa journée, puisqu'il y a des périodes très importantes de la journée, notamment le matin, c'est quasiment saturé, où en fait, on ne peut pas envisager en fait, de délayer une partie du trafic. Néanmoins, ou délester une partie du trafic. Néanmoins, déjà, un certain nombre de transporteurs qui opèrent sur les deux plateformes ont déjà procédé d'eux-mêmes à des régulations. En fait, ils ont reprogrammé certains vols en fait, sur CDG. Mais comme la capacité d'accueil de CDG est limitée de ce fait, puisqu'elle est déjà saturée sur plusieurs plages de la journée, eh bien, ils ont, pour certains, préféré annuler systématiquement plutôt les vols plutôt que de les déplacer à Charles de Gaulle, pour ceux qui avaient la possibilité de les déplacer, parce qu'ils opèrent sur les deux aéroports. Ensuite, sur est-ce que finalement, alors il y avait cette question sur le fait qu'on puisse se déplacer. Excusez-moi, C'est pour les avions qui arrivent à Roissy et qui font à vide le trafic Roissy-Orly. Alors, certains, en fonction de leur capacité à pouvoir se retourner pour prévenir les passagers, préféreront peut-être repartir de CDG, puisqu'ils auront la possibilité d'acheminer leurs passagers. Mais d'autres qui auront finalement, qui arriveront très tard le soir et avec des vols qui partiront très tôt le matin, ils n'auront pas la possibilité de prévenir les passagers et de les racheminer sur CDG. Et donc, on va plutôt vivre ce que Alain décrivait tout à l'heure, c'est finalement des avions qui vont revenir le matin pour faire opérer depuis Orly. Ça, après, c'est en fonction des compagnies aériennes, en fonction de leur capacité à prévenir les passagers et en fonction de leur capacité à acheminer les passagers depuis Orly jusqu'à Charles de Gaulle. Merci. À la petite de clôture. Alors juste avant la petite de clôture, pour répondre à madame, je sais très bien que dans la ville, aujourd'hui, les gens se disent, oui, bon, le maire nous dit qu'il faut se mobiliser parce que ça va être survolé, puis finalement, et que la prise de conscience du rythme n'est pas réelle. Et je sais très bien que quand ça va arriver, les Saint-Mauriens me diront, monsieur le maire, vous ne l'avez pas dit, ou monsieur le maire, c'est de votre faute, parce que c'est toujours la faute du maire, c'est toujours comme ça. J'en ai parfaitement conscience. Hein. Et c'est pas faute d'avoir essayé de prévenir, je ne sais plus combien j'ai fait de réunions, j'ai dû faire 14 réunions publiques, pas que sur le sujet, mais en prévenant à chaque réunion publique. J'ai demandé à la DGAC, à la DDP de venir devant vous. Là, on est nombreux, mais en fait pas tant que ça. Parce que là, tout à l'heure, salle pleine, on devait être 350. En réalité, c'est pas tant que ça quand on regarde la capacité de nuisance. Merci de me le dire, et j'en ai pas conscience. Et j'essaye
voilà, de mobiliser, de faire comprendre, d'expliquer. Le choix, je l'ai exposé tout à l'heure, alors je ne vais pas revenir, hein, c'était est-ce qu'on en prenait pour 3 ans, est-ce qu'on en prenait pour 14 semaines, est-ce qu'on allait délester Alors, monsieur dit que ce n'est pas suffisant, mais est-ce qu'on allait pouvoir délester suffisamment sur Roissy? Est-ce qu'on allait pouvoir suffisamment annuler de vol? Ça a été ça nos marges de manœuvre des maires, pas que du maire de Saint-Maur, hein, des maires. Nos marges de manœuvre ont été là. Est-ce qu'on a un capteur? Est-ce que le capteur s'avère à quelque chose? Oui, le capteur de bruit s'avère à quelque chose, parce que si on voit qu'on est sur des dépassements de décibels qui ne sont pas tolérables et très au-delà de la norme telle qu'on la connaît aujourd'hui, évidemment que de ce côté-là, on aura une capacité à agir. C'est pour ça qu'on veut un capteur. Mais en revanche, s'opposer aux travaux, ma capacité à le faire est nulle. Alors c'est pas bien de dire ça, hein, mais dans les faits, c'est ça. Donc moi, mon rôle, c'est quand même d'informer, d'abord d'avoir négocié au départ ce qui aujourd'hui la situation, qui aurait été autrement si on ne l'avait pas fait, et puis ensuite c'est d'informer de ce qui va se passer. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.